Bienvenue sur notre chaîne d'histoire de vie. Nous vous invitons à écouter un récit intitulé « Le dîner de famille ». Mon mari m'a demandé « Veux-tu donner tes économies ou vendre ta voiture pour aider mon petit frère à acheter un appartement ?» D'une voix calme, j'ai répondu que je préférais divorcer. Une réponse qui a plongé toute sa famille dans un profond choc. Y a-t-il parmi vous des femmes qui ont déjà été contraintes par la famille de leur mari de vendre la voiture qu'elles avaient achetée avec leur propre argent, durement gagné, juste pour offrir un logement à leur beau-frère? Cette question fatidique a été le début d'une série de jours étouffants dans ma vie. Mais ce n'était pas la fin, plutôt le commencement d'une démonstration de vanité mesquine qui ne demandait qu'à être dévoilée. La terrible vérité cachée derrière une voiture de luxe allait-elle faire payer un prix très élevé à cette famille? Écoutez mon histoire, et comment je suis sortie des cendres, la tête haute. C'était au début du mois de novembre à Paris, et la grisaille automnale se faisait particulièrement sentir. Dans une vieille maison de ville exiguë d'Argenteuil, en banlieue nord, on entendait le bourdonnement monotone d'un vieux réfrigérateur. Le dîner de famille, ce soir-là, ne promettait rien d'exceptionnel. On ne servait que le reste de pot-au-feu de la veille, réchauffé, avec quelques pommes de terre, des carottes trop cuites et des tranches de baguettes qui avaient commencé à ramollir. Mais la simplicité du repas n'était rien comparée au silence oppressant des personnes réunies autour de la table. Gérard, mon beau-père, un homme d'une soixantaine d'années aux valeurs patriarcales très ancrées, but son café et reposa lentement la tasse sur la table. Le son de la céramique heurtant le bois résonna dans le silence pesant. Il se racla la gorge. Des années d'habitude m'avaient appris que chaque fois que ce son se faisait entendre, une vérité absolue allait être énoncée, et tous les membres de la famille étaient censés s'y soumettre sans condition. Ce soir, je vous ai réunis pour dîner car nous avons une chose importante à discuter. Une affaire de famille, commença Gérard. Son regard perçant et sévère glissa sur le visage de mon mari, Jean, puis s'arrêta sur moi. Une pression invisible et lourde s'abattit immédiatement sur mes épaules. Philippe va bientôt se marier. Je fus légèrement surprise. Ma main, qui tenait ma fourchette, s'immobilisa en l'air. Philippe, mon beau-frère de 26 ans, avait un revenu extrêmement instable. Les bons mois, il gagnait au mieux 1500 €. Mais je ne l'avais jamais vu ramener un seul centime pour aider ses parents. Au contraire, Philippe était toujours bien habillé. Vêtements de marque, cheveux gominés, et pire que tout, il avait une obsession maladive pour l'étalage d'une fausse richesse auprès de ses amis sur Instagram. Il était en couple avec Céline, une fille simple, fille de 2 enseignants d'une petite ville de la Creuse, qui avait déménagé à Paris pour travailler. J'avais entendu parler d'elle, mais ce mariage soudain sortait vraiment de nulle part. Un mariage, c'est pour la vie, et notre famille a toujours respecté les traditions, continua mon beau-père d'une voix plate mais dure comme la pierre. Mais la famille de la mariée a une exigence. Les parents de Céline sont des gens instruits, des professeurs. Ils ont clairement indiqué qu'ils ne laisseraient pas leur fille unique ballottée entre des contrats de location précaires ou des chambres de bonne. Ils ne donneront leur bénédiction que si les enfants ont leurs propres 2 pièces décents. Je fronçais légèrement les sourcils. L'exigence des parents de Céline était compréhensible. Mais la situation financière de la famille de mon mari était un secret de polichinelle. Cette maison de ville exiguë d'à peine 70 mètres carrés était déjà surpeuplée. Une chambre pour mes beaux-parents, une autre pour mon mari et moi. Et dans la 3e, la plus petite, vivait Philippe. S'il se mariait, qu'allait-il faire de sa jeune épouse? C'est à ce moment qu'Agnès, ma belle-mère, intervint dans la conversation. Elle avait 58 ans et était connue dans notre entourage pour son avarice, sa nature calculatrice et son amour aveugle et fanatique pour son fils cadet. Elle poussa un profond et lourd soupir, dramatisant délibérément l'atmosphère, et posa une cuillerée de pot-au-feu dans l'assiette de Jean. « Ton père et moi nous sommes vieux maintenant. Notre retraite suffit à peine pour les médicaments et la nourriture quotidienne », se plaignit Agnès d'un ton pressant et suppliant. J'ai regardé un peu. Il y a un 2 pièces neuf assez bien à Boulogne-Billancourt. Le promoteur demande un apport de 50 000 €. Le reste, ils peuvent l'emprunter. Mais le problème, c'est que ton père et moi avons vidé toutes nos économies jusqu'à la dernière goutte et nous n'avons réussi à réunir que 25 000 €. Agnès interrompit sa phrase. Un silence effrayant plana dans l'air. Ses yeux rusés se tournèrent vers moi. Un regard froid et calculateur que j'avais vu bien trop souvent au cours des 3 années passées dans cette maison. Philippe, qui était assis en face de moi pendant tout le dîner, s'était contenté de se pencher en arrière et de faire défiler paresseusement son téléphone. Quand il entendit les paroles de sa mère sur les 25 000 € restants, il jeta immédiatement son portable sur la table, se pencha en avant
et un sourire arrogant et condescendant se dessina sur son visage. « Jean, Léa, » dit Philippe sans la moindre gêne ou honte. « Papa et maman ont déjà tout expliqué, alors vous comprenez sûrement la situation. Votre petit frère ne peut compter que sur vous deux maintenant. On dit bien que les frères et sœurs doivent s'entraider, non ? Si dans un moment aussi important et difficile je ne peux pas m'appuyer sur mon propre grand frère et ma belle-sœur, sur qui d'autre puis-je compter ?» Un frisson me parcourut l'échine. 50 000 € moins les 25 000 € de ses parents. Il manquait exactement 25 000 €. Une coïncidence extrêmement choquante était que cette somme correspondait exactement à mes économies, placées sur un plan d'épargne-logement. Je pris une profonde inspiration et m'efforçai de garder une voix stable. « Philippe, écoute. Jean et moi avons juste des revenus normaux, son salaire de fonctionnaire aux impôts et mon salaire de graphiste. Après avoir payé les factures d'électricité, la nourriture et aidé aux dépenses de la maison, nous ne pouvons épargner que très peu. Malheureusement, nous n'avons pas 25 000 € en liquide en ce moment pour contribuer à ton appartement. Oh, Léa, tu aimes vraiment plaisanter. » Philippe se frappa la cuisse et éclata d'un rire bruyant. Son rire arrogant dans la cuisine exiguë me vrilla les oreilles. « Ton pelle avec 25 000 € de tes parents est bien au chaud à la banque. Ça, tu ne peux pas me le cacher. » Il étira les mots tandis que ses yeux louchaient vers la fenêtre, où ma Peugeot 208 blanche était modestement garée. La distance entre la maison et ton bureau n'est même pas de 10 kilomètres. La circulation à Paris est un enfer. Les routes sont bondées. Prendre le RER ou le métro est beaucoup plus simple et rapide. Pourquoi t'obstines-tu à garder cette vieille voiture? Elle ne coûte que de l'argent en essence et en parking. Ce que je veux dire, c'est « vends la voiture. Ajoute ça aux 25 000 € que tu as sur ton compte et c'est plus que suffisant pour m'aider. Considère que tu me prêtes tout ça. Ensuite, quand j'aurai acheté l'appartement, que je serai mariée, installée, que mes affaires décolleront et que je deviendrai riche, je t'achèterai une voiture 10 fois plus belle que cette ferraille. » Les mots de Philippe glissèrent de ses lèvres aussi facilement qu'une plume tombant sur la table. Mais à mes oreilles, ces mots pénétrèrent comme du verre brisé. Mon sang sembla se glacer. Prêter. L'homme qui devait acheter ses baskets de marque à crédit via CTLM. Comment diable pourrait-il me rembourser une somme aussi importante? Il ne convoitait pas seulement mes économies. Il voulait aussi s'emparer de la voiture qui m'avait toujours sauvé des averses et des tempêtes d'automne parisiennes. Son impudence et son effronterie atteignaient un niveau que même mon imagination la plus folle n'aurait pu concevoir. Je tournai immédiatement mon regard vers Jean. Ma poitrine se soulevait. Mon cœur battait violemment. Je regardai l'homme que j'appelais mon mari, et j'attendis ses paroles. Dis-leur non. Dis simplement que l'argent d'une épouse est son bien propre et que personne n'ose toucher à sa voiture. Rien que pour cette phrase, j'aurais été prête à serrer les dents et à endurer la vie à l'étroit dans cette maison pendant une décennie de plus. Mais non. Jean se recroquevilla comme une tortue qui rentre dans sa carapace. Il baissa le visage vers son assiette. Ses épaules s'affaissèrent, et la fourchette dans sa main piqua, s'envit les restes de son assiette. Jean déglutit difficilement, évitant complètement mon regard suppliant qui brûlait maintenant de colère. Il choisit de se taire. Il choisit de satisfaire ses parents, de gâter son parasite de petit frère, et de jeter la dignité de sa femme à la poubelle. Alors, quelle est la décision? Dites-le franchement. Comme ça, votre mère et moi saurons quoi dire aux parents de Céline. Lança Gérard en frappant la paume de sa main sur la table. Sa voix forte déchira l'atmosphère pesante et fit hocher la tête à Jean. Le silence de Jean fut la plus cruelle des trahisons. C'était comme un couteau émoussé qui ne tue pas sur le coup, mais qui tranche lentement le cœur, laissant le sang couler. Goutte après goutte. Une boule amère et étouffante se coinça dans ma gorge. Je reposai lentement ma fourchette. Mes mains se serrèrent instinctivement sous la table, si fort que mes jointures blanchirent. Une tempête faisait rage dans mes veines, et je compris que la limite de ma patience venait d'être officiellement franchie. Mon lourd soupir brisa le silence étouffant de la petite pièce. Je regardai Philippe droit dans les yeux, puis je déplaçai lentement mon regard vers mes beaux-parents. Le sentiment de détresse précédent s'estompa, remplacé par une sensation beaucoup plus claire et nettement plus froide. « Papa, maman, pardonnez-moi, Gérard, Agnès. » Ma voix n'était pas forte, mais suffisamment claire pour que chaque syllabe tombe lourdement dans la petite pièce. Les 25 000 € et ma Peugeot 208, je ne peux pas les prêter à Philippe, et encore moins les vendre. À peine avais-je fini de parler que le sourire arrogeant disparut immédiatement du visage de Philippe. Il fronça les sourcils, mécontent. Mon beau-père plissa ses sourcils broussailleux, tandis qu'Agnès bondit de sa chaise comme si elle avait été ébouillantée. Elle jeta son assiette sur la table. Le manteau de victime qu'elle portait fut immédiatement retiré, laissant place à sa vraie nature, irritable et pleurnicharde.
Qu'est-ce que tu as dit? Cria-t-elle, hystérique. Es-tu trop avare pour dépenser de l'argent pour la famille de ton mari? Cette famille t'a accepté, a pris soin de toi pendant 3 ans. Et maintenant que nous avons un problème important à régler, tu montres ton égoïsme. Agnès, j'essayais de toutes mes forces de conserver le peu de calme qui me restait. Ce n'est pas mon argent, c'est l'argent créé par la sueur et le sang de mes parents. Ils ont trimé toute leur vie dans le Limousin, vendu des parcelles de forêt, travaillé des heures supplémentaires année après année, juste pour mettre cet argent de côté pour leur fille, comme un filet de sécurité au cas où je tomberais malade ou si j'avais des enfants. La voiture est mon outil pour aller au travail. Comment puis-je donner la sueur et le sang de mes parents juste pour acheter un appartement afin que votre plus jeune fils puisse se marier? Insolente! Rugit Gérard en frappant du poing la table en formica, faisant sauter les assiettes. Tu es marié. Tu es entré dans cette famille. Tu manges dans cette maison, ce qui signifie que tout ce que tu apportes est un bien commun. Tu crois qu'après le mariage, tu peux te constituer une caisse noire et tout envoyer à ta famille à la campagne? Regarde la situation. Jean est le grand frère. Philippe est son petit frère. Le grand frère doit aider le petit frère. Toi et ton mari avez le devoir de prendre soin de lui. Un devoir? Je ris amèrement, avec une pointe de sarcasme maximal. Philippe a 26 ans. C'est un homme adulte, en bonne santé, et il a un travail. Si vous l'aimez au point de lui donner l'argent de votre retraite, je n'ai pas le droit de vous en empêcher. Mais je ne suis que la belle-fille, et je n'ai aucune obligation de lui acheter une maison ou une voiture. Surtout quand ces biens sont la chair et le sang de mes propres parents. Philippe jeta sa fourchette et se leva brusquement. Son visage était rouge. Ne mêle pas tes parents à ça. En réalité, tu méprises notre famille parce que nous sommes pauvres, n'est-ce pas? Tu as peur que je ne te rembourse pas la dette. Papa, maman, c'est inutile d'essayer de la convaincre. C'est une étrangère. C'est peine perdue de la forcer. Après avoir dit cela, il tourna ostensiblement les talons, entra dans sa chambre, laissant derrière lui le dîner gâché et une atmosphère sur le point d'exploser. Agnès se prit la poitrine, respira lourdement et se plaignit à voix haute. Mon Dieu, quelle épreuve! Quelle catastrophe pour cette famille! Quel serpent sans cœur avons-nous laissé entrer dans notre maison? Jean, tu es muet? Tu laisses ta femme marcher sur la tête de tes parents. Jean, mon mari de 30 ans, qui était resté assis comme une statue de pierre tout ce temps, sursauta au cri de sa mère. Il me regarda, paniqué, se leva précipitamment et me saisit le bras. D'accord, d'accord. Allons dans notre chambre, maman. Repose-toi. Je vais parler à Léa. Il me traîna à moitié dans l'escalier, me poussa dans notre chambre d'à peine 15 mètres carrés et claqua la porte. Dès que la porte fut fermée, Jean se retourna brusquement. Son visage était rouge violacé, animé par la colère et l'orgueil blessé d'un lâche. Je restai les bras croisés, adossé à l'armoire, fixant intensément l'homme avec qui j'avais partagé mon lit pendant 3 ans. J'attendais une explication, ou au moins de la honte de ne pas avoir su défendre sa femme. Mais une fois de plus, Jean me frappa au visage avec la lâcheté qui était profondément enracinée dans son âme. « C'était quoi ce drame que tu as fait en bas » siffla Jean, en essayant de parler bas pour que ses parents n'entendent pas. « Tu m'as tellement humilié que je ne savais plus où me mettre. Tous ces problèmes, on les règle en privé. Comment oses-tu t'opposer à mes parents? C'est vous qui créez le drame. » Mes yeux s'écarquillèrent. Les larmes étaient sur le point de couler, mais je me mordis la lèvre et les ravalai. Tu es resté silencieux. Tu as écouté tes parents et ton frère exiger sans problème de dépouiller tes beaux-parents de tout ce qu'ils ont, et tu n'as pas pu dire un seul mot pour me défendre. Et maintenant tu me reproches de m'être défendu moi-même? Jean se passa les mains dans les cheveux et fit les 100 pas dans la chambre, comme une fourmi sur une plaque chauffante. Et qu'est-ce que je suis censé faire? D'un côté, mes parents, de l'autre, ma femme. Philippe ne se marie qu'une fois dans sa vie. Papa et maman s'inquiètent constamment pour mon frère. Tu ne peux pas céder un peu pour moi? Débloque ton compte. Vends la voiture. Aide-le. Tu es la belle-fille. Tu ne peux pas faire une petite concession? Pour toi, je souris cyniquement, sentant la nausée me monter à la gorge. Pour toi, je devrais donner 25 000 € et une voiture pour financer la vie de faux riche de Philippe. Aujourd'hui, il demande un appartement. Demain, quand ses enfants naîtront, ou après-demain, quand il sera surendetté, tu me demanderas encore de vendre mon âme juste pour sauver la face. Ne dis pas de bêtises, rugit Jean d'une voix étouffée en me pointant du doigt. L'argent à la banque ne rapporte presque pas d'intérêt. Et sans voiture, tu ne vas pas mourir non plus. Tu peux prendre le RER. Donne-les-lui, c'est tout. Je suis son grand frère. Je me porterai garant. Il remboursera plus tard.
Au lieu de ça, tu crées des histoires. Comment la famille va-t-elle me voir maintenant? Mes parents vont dire que je suis un canard. Ah, c'était donc ça. Au fond de son cœur, sa propre fierté, l'opinion de ses parents et son petit frère étaient bien plus importants que la survie, les biens et la dignité de sa propre femme. Pendant 3 ans, j'avais essayé d'être une bonne épouse et une bonne belle-fille. Avec mon salaire, j'avais payé beaucoup de choses. Organisé les fêtes de famille et les célébrations. Et j'avais été aux petits soins pour sa famille. Je pensais que ces sacrifices me donneraient un foyer, mais ce n'était pas le cas. À leurs yeux, je n'étais qu'une mine d'or et une femme de passage. Rien de plus. Laisse-moi te le répéter une fois de plus. Jean, pour que tu entendes bien. J'insistais sur chaque mot, le regardant droit dans ses yeux rougis. L'argent est un don de mes parents. La voiture est à mon nom, enregistrée comme bien propre par contrat de mariage. Personne dans cette maison n'a le droit de toucher à ces choses. Si tu es si malin, va donner ton sang. Vends un rein pour aider ton frère. Mais n'ose jamais être assez lâche pour utiliser les biens de ta femme comme œuvre de charité. Mes paroles furent comme un poignard qui le piqua droit dans le point le plus douloureux de son ego de lâche. La honte que son masque soit tombé se transforma en une humiliation immense. Dans sa colère, il frappa du poing la porte de l'armoire, juste à côté de mon visage. Un coup sourd résonna dans le silence de la pièce. « La ferme !» siffla Jean. Son visage était déformé par la colère. Il me regarda avec un regard étranger. Et puis, les mots sortirent de la bouche de l'homme que j'appelais mon mari, les mots qui allaient mettre fin à ce mariage pour toujours. Ne crois pas que tu peux décider de tout ici juste parce que tu as un peu d'argent. Tu n'as que 2 choix. Soit tu vends la voiture et tu donnes l'argent pour l'appartement de mon frère, soit ton divorce. Fais tes valises et dégage de ma maison immédiatement. Il n'y a pas de place dans cette maison pour une belle-fille égoïste. Le temps dans la pièce faiblement éclairée sembla s'arrêter. L'air devint glacial. J'eus l'impression que mon cœur se glaçait. Je restai pétrifié une seconde. Les mots « divorce » et « dégage de ma maison » résonnaient à mes oreilles. Les mots que je pensais que Jean n'oserait jamais prononcer glissèrent de sa bouche avec une telle cruauté et une telle facilité. Il pensait que j'allais pleurer. Il pensait que j'allais tomber à genoux devant lui, supplier, argumenter, crier ou maudire mon sort. Mais je ne le fis pas. Étrangement, je ne versai pas une seule larme. Quand la déception atteint son point le plus bas, on devient soudainement très rationnel et calme. Tout devint limpide. La limite de ma patience était officiellement pulvérisée. « D'accord », répondis-je brièvement, d'une voix glaciale, dénuée de toute émotion. Jean sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise. Il était clair qu'il ne s'attendait absolument pas à cette réaction. Il pensait que la menace du divorce me ferait plier. Mais il s'était lourdement trompé. Sans dire un mot de plus, je me retournai et sortis calmement ma valise de l'étagère supérieure de l'armoire. Mes mouvements étaient méthodiques et rapides. Je l'ouvris, y jetai les choses les plus importantes pour le travail, mes articles de toilette et, surtout, la pochette contenant mes documents bancaires, la carte grise de la voiture et mon passeport, et je la bouclai. « Qu'est-ce que tu fais ?» balbutia Jean, faisant un pas en avant pour m'arracher la valise. Toute son arrogance précédente s'était évaporée, remplacée par une panique écrasante. J'étais juste en colère. Ne fais pas de drame. Lâche-moi. Je repoussai brusquement sa main. Mon regard était aussi tranchant qu'une lame de rasoir. Tu m'as posé un ultimatum et je t'ai donné une réponse. Je préfère le divorce et partir en pleine nuit avec une valise plutôt que de rester ici à servir de distributeur de billets pour ta famille. La demande de divorce, je vais l'imprimer et l'envoyer à ton bureau pour que tu la signes. À partir de cette seconde, tout est fini entre nous. Je refermai brusquement la fermeture éclair de la valise et saisis la poignée. Je ne daignais même pas jeter un regard au visage blêmissant de Jean, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. J'ouvris la porte en grand et descendis directement l'escalier. Chaque pas que je faisais sur les marches qui craquaient était un pas qui effaçait 3 ans de ma jeunesse aveugle. C'était une nuit de novembre et le vent soufflait fort sur Paris. J'ouvris le portail en fer rouillé de la maison, traînai ma valise derrière moi et posai le pied sur l'asphalte froid. L'obscurité engloutit ma silhouette mince, mais au fond de ma poitrine, je savais que je venais de briser ma propre cage de mes propres mains pour sortir à la lumière. Le vent nocturne balayait les rues désertes et emmêlait mes cheveux. Le bruit sourd des roulettes de ma valise sur l'asphalte inégal semblait sec dans la solitude, et le froid pénétrait jusqu'à la moelle. Il était 10h30 du soir. Les fenêtres des maisons voisines étaient noires. Seule la faible lumière jaune des lampadaires allongeait mon ombre. Lorsque j'avais résolument franchi le seuil tout à l'heure, la colère et une fierté incommensurables bouillonnaient en moi.
Mais maintenant que le froid de la nuit transperçait mes vêtements et que le faible bruit des voitures sur l'autoroute lointaine semblait vide, un sentiment de désarroi m'envahit. Je m'arrêtai sous un grand platane et sortis mon téléphone. Mes mains tremblaient. Était-ce le froid ou une séquelle de la terrible dispute? Je ne savais pas. L'écran du mobile s'alluma. Vide. Pas un seul appel manqué. Pas un seul message de Jean. Ce silence cruel et lâche fut comme recevoir un seau d'eau glacée au visage, éteignant les dernières faibles lueurs d'espoir d'un remords de mon mari. Je pris une profonde inspiration tremblante, parcourus mes contacts et appelai la seule personne en qui je pouvais avoir confiance dans un moment pareil. Ma meilleure amie depuis l'université, Manon. Elle avait 28 ans. Elle était intelligente, pragmatique et possédait une assez grande boutique de fleurs dans le Marais. Contrairement à moi qui avais choisi de me marier jeune, Manon profitait pleinement de sa vie de célibataire, était financièrement indépendante et regardait toujours le monde avec logique et sans œillères. « Allô, espèce de folle, pourquoi tu m'appelles au milieu de la nuit? Tu veux sortir ?» La voix de Manon semblait ensommeillée mais conservait son style direct habituel. Dès que j'entendis sa voix, toutes les couches protectrices que j'avais essayé de construire se brisèrent instantanément en 1000 morceaux. La boule amère se coinça dans ma gorge. La lourde pierre sur ma poitrine se fissura. Je ne pus que presser quelques mots entrecoupés de sanglots. « Manon, je suis partie de la maison. Je peux venir chez toi ?» À l'autre bout du fil, le silence se fit pendant environ 2 secondes. Puis j'entendis un grand bruissement. « Tu es où ? Partage ta position, tout de suite. Je te commande un Uber ou tu viens directement à ma boutique ?» Je descends t'ouvrir. « Dépêche-toi. » Une demi-heure plus tard, le VTC s'arrêta devant la boutique de fleurs, dont le rideau de fer était à moitié baissé. Manon était déjà là, attendant, vêtue d'un fin gilet par-dessus son pyjama en soie. Quand elle me vit sortir avec une grosse valise, mon air pâle et échevelé et mes yeux rougis par les larmes, elle se précipita vers moi. Sans poser de questions, elle m'arracha la valise et me fit entrer. Le rideau de fer se baissa avec un grand bruit métallique, nous isolant du froid et du bruit de Paris. Le doux parfum des roses, des lys et des feuilles humides me frappa le visage, apportant une étrange sensation de sécurité. Manon me fit asseoir sur le canapé en velours au milieu de la boutique, me versa un verre d'eau chaude et le plaça dans mes mains glacées. « Bois, et après raconte-moi quelle nouvelle folie ton Jean a encore inventée. Vide ton sac. » « Je peux appeler des gars pour raser leur maison dès ce soir, » siffla Manon. Ses yeux vifs brillaient d'un instinct protecteur féroce. C'en était trop. Toute la soirée, face à mes beaux-parents et à mon mari, je n'avais pas versé une seule larme. Mais maintenant, devant ma meilleure amie, toutes mes défenses s'effondrèrent. Je posai le verre, cachai mon visage dans mes mains et pleurais sans retenue. De gros sanglots amers explosèrent avec les larmes chaudes qui coulaient sur mes joues. Je pleurais sur 3 années de jeunesse gâchée, de sacrifices ingrats et la fin triste d'un mariage que j'avais construit de tout mon cœur. Manon ne dit rien de plus. Elle se rapprocha et serra fort mes épaules tremblantes, me laissant enfouir mon visage et mouiller son gilet de mes larmes. Le son de mes sanglots résonnait dans la boutique de fleurs silencieuse, se mêlant au tic-tac de l'horloge murale dont les aiguilles avançaient péniblement. Une demi-heure plus tard, je pus enfin stabiliser ma respiration. Je pris le mouchoir que Manon me tendait, essuyai mes larmes, me mouchai et commençai à tout raconter depuis le début. Du dîner glacial, des plaintes de Gérard et Agnès sur leur pauvreté et leur tentative de me forcer à donner mes 25 000 €, jusqu'à l'ultimatum lâche et cruel de Jean, vends la voiture ou divorce. Pendant que Manon écoutait mon histoire, la couleur de son visage changea. Ses doigts griffèrent le coussin du canapé si fort que ses jointures blanchirent. « Putain, je boue !» s'exclama Manon en donnant un coup de pied dans un tabouret en plastique à côté de la table. « Ton Jean est un vrai lâche. Un raté. Je te l'ai dit depuis le début. Sa famille est conservatrice, patriarcale, et Jean est un fils à maman. Il fait exactement ce qu'ils disent. Tu n'as fait que souffrir avec lui. Et toi, tu t'obstinais. » Je baissai la tête. Mes doigts se crispèrent sur le bord de la table. Je pensais que si je me sacrifiais, ils m'apprécieraient. Pendant 3 ans comme leur belle-fille, je n'ai jamais rien refusé. De mon salaire, je donnais à Agnès plusieurs centaines d'euros chaque mois pour payer l'électricité et la nourriture. Pour les anniversaires, pour Noël, les cadeaux pour tous leurs parents, tout était pris sur mon argent. J'ai serré les dents quand j'ai été forcée de supporter ce parasite de Philippe. Pour Noël et son anniversaire, je lui faisais un virement de 100 ou 200 € pour qu'il puisse sortir avec sa copine. Dans ma naïveté, je pensais que si je faisais de gros efforts,
ils m'accepteraient comme leur propre fille. Manon m'interrompit. Sa voix était tranchante, réaliste et impitoyable comme un seau d'eau glacée sur la tête. Réveille-toi, Léa. Réveille-toi. À leurs yeux, tu ne seras toujours qu'une étrangère. Un distributeur automatique ambulant où ils peuvent retirer de l'argent à tout moment. Si tu obéis et que tu leur donnes tout, ils te collent un faux sourire. Mais dès que tu décides de garder ton propre argent, tu es traité d'égoïste et de chienne ingrate. C'est leur vraie nature. Une cupidité sans limite. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu la perte d'une famille de merde comme celle-là? Les mots de Manon me piquèrent l'esprit comme des aiguilles. Une douleur amère. Mais c'était la vérité nue que j'avais toujours essayé de dissimuler pendant ces 3 années. Tu as eu tout à fait raison. Manon me serra fort la main, me transmettant sa détermination. Prendre ta valise et partir était la décision la plus intelligente de ta vie. Les économies que tu as reçues de tes parents, la sueur et le sang de 2 parents du Limousin, défends-les à tout prix. Ne laisse pas ces vautours vaniteux te sucer une seule goutte de sang de plus. Cette nuit, tu dors ici. Demain, on sortira et on cherchera un studio ou un petit appartement pour toi. Commence une nouvelle vie. Tu n'as besoin de te rabaisser devant personne. Je regardais le visage de Manon, qui brillait de colère mais était plein de sincérité. Son regard convaincant semblait me redonner vie. La haine sombre s'estompa lentement, remplacée par la clarté et un calcul froid. Oui, j'avais 28 ans. J'avais un bon travail, des économies, une voiture. Même si c'était une voiture modeste, tout était à mon nom. J'étais tout à fait capable de me débrouiller seule. Le lendemain matin, le soleil de novembre perçait faiblement à travers la vitrine, me tirant d'un sommeil agité. Manon était réveillée depuis un moment et taillait habilement des tiges de fleurs fraîches. Quand elle me vit réveillée, elle désigna la table en bois. « J'ai acheté du café et des croissants. Va te laver le visage et mange quelque chose de consistant. Cet après-midi, je ferme la boutique plus tôt. On va faire des visites d'appartements. » Je suis allée aux toilettes et je me suis regardée dans le miroir. Mes yeux étaient encore un peu gonflés, mais mon visage n'avait plus l'air aussi fatigué et paniqué que la veille. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai senti la fraîcheur pénétrer chaque cellule de mon corps. Après le petit déjeuner, j'ai emprunté les clés de la voiture de Manon et j'ai pris un VTC jusqu'à mon bureau pour récupérer ma Peugeot 208, que j'avais laissée sur le parking la veille. Assise derrière le volant, j'ai caressé le simili-cuir usé. Mes parents avaient trimé, fait des heures supplémentaires et s'étaient privés pour pouvoir acheter cette petite boîte de conserve à leur fille. Et personne n'avait le droit de me la prendre. Toute la matinée, Manon et moi avons sillonné Paris, de Montmartre au 15e arrondissement, visitant différents studios en location. Finalement, j'ai décidé de louer un studio cosy et lumineux de 30 mètres carrés dans un immeuble récent de Saint-Germain-des-Prés. Le loyer était de 1 200 € par mois. J'ai calmement ouvert mon application bancaire et, sans hésiter, j'ai viré le paiement pour les 6 prochains mois. Debout au milieu de l'appartement vide mais libre, le trousseau de clés à la main, j'ai senti un calme immense s'installer dans mon âme. Le téléphone dans ma poche était toujours silencieux. Pas un mot, pas une question de Jean ou de sa famille, mais cela n'avait plus d'importance maintenant. La vie étouffante de belle-fille dans la vieille maison de ville était, à partir de cette seconde, officiellement terminée. Le chapitre était clos. 3 jours passèrent depuis cette nuit fatidique. Ma vie dans le nouveau studio loué devint soudainement très calme et paisible. Plus de bruit de la tour rauque de Gérard le matin. Plus de plaintes ou de regards cyniques d'Agnès quand je pelais les pommes de terre trop épaisses. Et l'ombre de mon mari lâche qui évitait toujours mon regard avait complètement disparu. Je me suis replongée dans mes projets de design avec une clarté d'esprit que je n'avais jamais connue auparavant. Mais je savais que le silence de ma belle famille n'était que le calme avant la tempête. Ils n'abandonneraient jamais leur proie facile, les économies de leur belle-fille. Et mon intuition était juste. Le mercredi après-midi, alors que j'étais assise au bureau, sirotant un café et apportant les dernières modifications à une maquette, l'écran de mon téléphone s'est allumé. Le mot « Marie » clignotait sans cesse. J'ai fixé l'écran pendant 3 secondes, et un sourire froid et inconscient est apparu sur mes lèvres. J'ai appuyé sur le bouton de réponse sans dire un mot, attendant la voix de l'autre côté. « Allô, Léa. » La voix rauque de Jean se fit entendre. Il essayait de paraître doux, mais cela sonnait juste faux et forcé. Je suis restée silencieuse, laissant son lourd soupir se transmettre à travers les ondes. « Tu as fini de bouder et de dormir chez ton ami pendant tous ces jours? Allez, fais tes valises. Je viens te chercher cet après-midi. » Jean jouait la même vieille chanson que je connaissais si bien. Il faisait comme si ma fugue avec la valise cette nuit-là n'était qu'un caprice enfantin et boudeur d'épouse. Ce soir-là, j'ai laissé mon humeur prendre le dessus un peu,
Et en plus, maman et papa mettaient la pression à cause de Philippe. C'est pour ça que j'ai explosé. C'est normal d'avoir des disputes de famille. Mais ne fais pas un drame au point de t'enfuir de la maison. Qu'est-ce que les voisins vont dire? Tu m'appelles juste pour me dire ces conneries? Demandai-je froidement, d'une voix plate, sans émotion. Je ne boude pas. Et je n'ai pas l'intention de retourner un jour dans cette maison. La demande de divorce, je l'ai imprimée, signée et envoyée par coursier à ton bureau. Elle devrait arriver demain. Il y eut une pause de l'autre côté. La respiration de Jean s'accéléra. Il semblait que la panique commençait à se répandre alors qu'il réalisait que j'étais sérieuse. « Léa, pourquoi es-tu si terriblement têtue ?» Sa voix monta, trahissant son impatience et sa vraie nature. Je me suis excusée. J'ai cédé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu sais très bien que la maison est dans un chaos total à cause de Philippe. Papa et maman sont vieux. Ils ne trouvent pas la paix, ne peuvent pas dormir, n'ont pas d'appétit. D'accord, garde la voiture. Je parlerai à maman plus tard. Mettez 25 000 €. Retire-les. Prête-les temporairement à maman et papa pour qu'ils puissent régler la situation avec Philippe. Si tu as peur de perdre l'argent, je peux signer une reconnaissance de dette officielle. Nous sommes une famille. Nous devons nous entraider en temps de crise. Si tu t'obstines encore à garder l'argent, alors nous devrons nous traîner devant le tribunal pour un long partage des biens. Tu veux vraiment cette dispute? Je ris. Mon rire amer résonna dans mon bureau silencieux. Derrière cette façade de compromis, leur objectif principal n'avait pas changé d'un iota. Ils avaient reculé d'un pas pour avancer de 3. D'un vol total, ils étaient maintenant passés à un demi-vol, et appelaient cela un compromis. Jean, j'articulais chaque syllabe. Ces 25 000 € ne sont pas tombés du ciel. C'est de la sueur et du sang. C'est l'argent de mes parents qui ont trimé dans le Limousin, vendu du bois et fait des heures supplémentaires. Je ne donnerai pas un seul centime à ta famille. Quelle garantie offre une reconnaissance de dette d'un lâche dont le salaire suffit à peine à subvenir à ses propres besoins? Arrête de jouer la pièce du grand héros familial avec l'argent de ta femme. Attends la convocation du tribunal pour le partage des biens. J'ai raccroché et j'ai jeté le téléphone sur la table. Le dégoût et la nausée me montaient à la gorge. Je n'avais même pas eu le temps de pousser un soupir de soulagement que le téléphone vibra à nouveau après 15 minutes. Cette fois, c'était Agnès. Il était clair que mère et fils jouaient la tactique du bon et du méchant flic, se partageant les tâches pour me briser mentalement. J'ai tranquillement activé l'enregistrement de l'appel avant de répondre. « Léa, ma chérie. » Sa voix mielleuse et aiguë se fit entendre, me donnant envie de vomir. « Tu travailles, mon cœur? C'est si difficile de t'avoir. Où étais-tu ces jours-ci? Maman s'est fait tellement de soucis. J'ai déménagé dans mon propre appartement. Merci de votre sollicitude, Agnès. » J'ai délibérément changé mon ton pour quelque chose de beaucoup plus formel et froid. Elle bafouilla un instant à cause de mon ton rigide, mais reprit rapidement sa fausse voix. « Oh, ma chère petite, vous vous êtes un peu disputée avec ton mari, et maintenant tu parles comme si nous étions des étrangers. Je sais que Jean a un tempérament vif. Il n'est pas doué pour se comporter. Il t'a blessé. Papa et moi l'avons déjà bien grondé. Mais Léa, tu es la belle-fille. Tu dois comprendre la souffrance des parents. Philippe est ton beau-frère. Il a déjà promis à la famille de la marier. Si le mariage est annulé, comment pourrais-je jamais me montrer en public? Maman a réfléchi. La voiture, tu n'as pas besoin de la vendre. C'est d'accord. Mais l'argent sur le compte épargne. Agnès, l'interrompis-je d'une voix dure comme du verre brisé. L'argent et la voiture sont mes biens propres, inscrits dans le contrat de mariage et les actes de donation de mes parents avant le mariage. Je n'ai aucune obligation de payer pour l'achat d'un appartement et de financer la fête de mariage de votre fils cadet. Ne m'appelez plus jamais à ce sujet. Quand Agnès réalisa que son miel n'avait pas d'effet, sa voix monta immédiatement en flèche, devint agressive et menaçante, retournant à la vraie forme qu'elle avait toujours eue. « Ah, c'est comme ça que tu parles maintenant. Tu crois que juste parce que tu as fait ta valise et que tu t'es enfui de la maison, tu es une sorte de caïd? Si tu ne veux pas prendre le chemin de la douceur, nous prendrons celui de la force. Laisse-moi te dire une chose. Une femme mariée qui s'enfuit de chez elle au milieu de la nuit est une femme facile, une femme de petite vertu. Si tu ne viens pas ici avec cet argent et que tu ne résous pas le problème de cette famille, alors demain je prends le bus jusqu'au Limousin, chez tes parents. Je m'assiérai au milieu de leur salon et je ferai un scandale. Je laisserai tous les voisins voir quel genre d'enfants ils ont élevé. On verra comment ils mourront de honte devant tout le village d'avoir mis au monde une truie ingrate comme toi. Le sang me monta à la tête. Quand ils m'attaquaient, je pouvais me maîtriser. Mais utiliser mes parents comme moyen de chantage
C'était toucher mon point le plus faible. Je saisis fermement le téléphone, pris une profonde inspiration pour réprimer le tremblement de colère et sifflai des mots aussi tranchants que des lames de rasoir entre mes dents. Écoutez bien, Agnès. Notre conversation est enregistrée du début à la fin. Si vous osez faire un seul pas vers mon village natal, si vous osez prononcer un seul mot offensant contre mes parents, ne me blâmez pas si je deviens impitoyable. J'imprimerai la transcription de cet enregistrement. Je joindrai la preuve de la façon dont votre famille tente d'extorquer à sa belle-fille ses biens propres et sa voiture pour acheter une maison à votre plus jeune enfant. Et je le distribuerai dans chaque boîte aux lettres de votre résidence. Je le publierai aussi dans le groupe Facebook local de votre quartier. On verra s'il reste un semblant d'honneur et de façade que vous et Philippe aimez tant afficher. Vous voulez faire un scandale? Alors je vais m'assurer de vous créer un scandale bien plus spectaculaire. De l'autre côté, c'était le silence complet. Le seul son était sa respiration lourde et sifflante. Il était tout à fait évident qu'elle ne s'était jamais attendue à ce que sa belle-fille docile et patiente puisse lancer une contre-attaque aussi brutale et impitoyable. J'ai profité de l'instant pour conclure. Et encore une chose, passez le bonjour à votre fils. Dites-lui de se préparer pour le tribunal et le partage des biens. Inutile d'essayer de gagner du temps. J'ai raccroché et j'ai sauvegardé l'enregistrement dans le cloud. Mon cœur battait la chamade, mais mes pensées étaient claires comme du cristal. Je n'étais plus la Léa obéissante. J'ai pris le reste de ma journée et j'ai conduit ma Peugeot 208 jusqu'au cabinet d'avocat que Manon m'avait recommandé. Devant la juriste expérimentée, j'ai posé tous les documents sur la table. Les virements bancaires de mes parents bien avant le mariage et la carte grise de la voiture qui était à mon nom depuis 5 ans. L'avocate a examiné les documents attentivement, a souri et a confirmé avec assurance que, selon le Code civil français, ces biens étaient considérés comme des biens propres grâce au contrat de mariage et aux donations spécifiques. La famille de mon mari n'avait absolument aucun droit légal d'exiger ne serait-ce qu'un centime, et il serait exclu du partage des biens. Avec cette confirmation juridique en main, je suis sortie dans la rue. Le ciel de l'après-midi au-dessus de Paris s'était éclairci. J'ai respiré l'air de la liberté à plein poumon. Toutes les craintes concernant le partage des biens avaient été effacées par la loi. Maintenant, je n'avais plus qu'à m'asseoir et regarder cette famille méprisable creuser sa propre tombe avec sa vanité creuse. Ils voulaient jouer à la guerre psychologique. J'allais leur montrer comment leurs propres armes se retournaient contre eux. Depuis le jour où j'ai quitté le cabinet de l'avocat avec les papiers, je me suis sentie beaucoup plus légère. Le nœud coulant qui m'étranglait depuis plusieurs jours s'était enfin desserré. Je ne me souciais pas des messages vides de gens me suppliant de revenir ou des menaces ridicules d'Agnès. La vie libre dans mon studio s'est avérée incroyablement confortable. Vendredi soir, l'air à Paris était devenu plus froid après la fin de la pluie. Je venais de prendre une douche, de me faire un masque, et je me préparais à regarder une série sur Netflix quand un message est arrivé d'un numéro inconnu. « Salut Léa, bonsoir. C'est Céline. Tu as un peu de temps pour qu'on se voie? Je suis au café près de ton appartement. C'est quelque chose de très important dont je dois te parler. » Je fronçais les sourcils. Céline, la fiancée de Philippe. C'était une fille de la campagne, issue d'une famille d'enseignants stricts, gentille, mais un peu timide et obéissante. Je m'étais toujours demandé pourquoi une fille aussi bien voulait fréquenter un snob tape, l'œil comme Philippe. Mais c'était le problème de quelqu'un d'autre. Je ne m'en suis jamais mêlée. Son apparition soudaine près de mon nouveau domicile, si tard le soir, me semblait très étrange. Bien que je soupçonne que cela puisse être une nouvelle pièce de théâtre mise en scène par ma belle-mère, je me suis changée, j'ai mis un gilet chaud et je suis descendue au café. Le café était presque vide maintenant. Sous la faible lueur des lampadaires, j'ai facilement reconnu Céline, recroquevillée sur le banc en bois froid. Elle portait une simple veste blanche. Ses mains se tordaient nerveusement sur ses genoux. Quand elle m'a vue approcher, Céline a levé les yeux. J'ai été surprise. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Son visage était pâle et épuisé, comme celui de quelqu'un qui venait de subir un choc profond. « Léa. » Céline se leva. Sa voix tremblait. « Assieds-toi. » Je me suis assise à côté d'elle et je l'ai observée. « Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me cherches à cette heure? Qui t'a donné mon adresse? » J'ai demandé à Jean. Céline se mordit la lèvre si fort qu'elle saigna presque. Ses mains fouillèrent paniquées dans son sac en tissu bon marché. Elle en sortit une épaisse enveloppe blanche et la poussa timidement vers moi sur le banc. « Léa, s'il te plaît, prends cet argent. » Je fronçai les sourcils, sans me presser de prendre l'enveloppe. « C'est quel argent? Qu'est-ce que tu essaies de faire? » « C'est 5 000 euros. » La voix de Céline se brisa et des larmes remplirent ses yeux.
C'est l'argent que Philippe a secrètement emprunté à Jean le mois dernier pour payer des dettes de casino en ligne et de crédit à la consommation. J'ai lu par hasard les conversations sur le téléphone de Philippe. Il m'a interdit de te le dire. Il avait peur que tu sois furieuse, mais maintenant que la situation est devenue ce qu'elle est, j'ai rassemblé toutes mes économies et je veux te rendre l'argent. Je suis restée figée. Mes oreilles bourdonnaient. 5 000 euros. Jean avait secrètement retiré de l'argent de notre compte joint pour payer les dettes de jeu de son idiot de frère et ne m'avait pas dit un seul mot. La colère me monta à la gorge. Il s'est avéré que non seulement sa famille m'avait volé, mais j'avais aussi été trompée dans mon dos par mon propre mari. La lâcheté de Jean atteignait de nouveaux sommets. Il était prêt à alimenter les mauvaises habitudes de son frère aux dépens de la sueur et du sang de sa femme. Mais devant moi était assise Céline, une fille tremblante et coupable, qui endossait la faute de quelqu'un d'autre. J'ai réprimé ma colère, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai repoussé l'enveloppe vers Céline. J'ai baissé la voix. « Garde-le. Jean a donné cet argent en cachette à Philippe. C'est la faute de mon mari, pas la tienne. J'ai déjà envoyé la demande de divorce. Garde l'argent pour tes propres frais. Tu n'as pas à payer les dettes de Philippe. » Au mot « divorce », Céline cacha son visage dans ses mains et pleura amèrement, en pleine rue. « Léa, je me sens tellement coupable envers toi. Juste à cause de mon mariage, parce que mes parents ont exigé un appartement. Ton mariage est détruit. Je viens d'apprendre qu'on t'a forcé à vendre ta voiture et à donner tes économies. J'ai tellement honte. Je ne savais vraiment pas que les parents de Philippe pouvaient être aussi méchants. Ce n'est pas de ta faute. » Je lui ai tapoté l'épaule et lui ai tendu un mouchoir en papier. Exiger un logement décent avant un mariage est normal. Le problème réside dans leur cupidité et leur effronterie. Céline essuya ses larmes et me regarda avec un air complexe, un mélange de peur et de colère. Elle regarda à droite et à gauche, se pencha vers moi et murmura « Léa, tu ne sais pas le pire, tu as été trompée. » Nous avons toutes été trompées. Les parents de Philippe avaient en fait tout l'argent. « Qu'est-ce que tu dis ?» Mes sourcils se froncèrent brutalement. Je l'ai entendu moi-même hier soir quand je suis allée en secret chez eux pour parler sérieusement avec Philippe. La voix de Céline tremblait de colère. Ils ont exactement 50 000 euros en liquide et à la banque. Au début, ils comptaient mettre toute cette somme pour payer l'apport de notre appartement. Ma tête tournait. Si Gérard et Agnès avaient effectivement ces 50 000 euros, pourquoi avaient-ils monté un tel théâtre pendant le dîner en prétendant n'en avoir que la moitié? Pourquoi m'avaient-ils pressé de donner mes 25 000 euros et de vendre ma voiture? Comme si elle pouvait lire la confusion dans mes yeux, Céline révéla leur plan rusé, les larmes aux yeux. C'était l'idée de Philippe, tout ça. C'est lui qui a lavé le cerveau de ses parents. Il leur a dit que tu avais 25 000 euros d'économies inutiles à la banque et une vieille voiture. Il a persuadé ses parents de jouer les pauvres pour que, par l'intermédiaire de Jean, ils puissent extorquer ton argent pour l'appartement et ensuite combler ce qui manquait en vendant ta voiture. Et pourquoi faire? Sifflai-je entre mes dents serrées, en crispant les poings. S'ils avaient déjà l'argent pour acheter un appartement, pourquoi avaient-ils besoin de mon argent? Céline ferma les yeux, et une larme coula le long de sa joue. Pour s'acheter une voiture de luxe. Le sol sembla se dérober sous mes pieds. Comme un coup de foudre. Il veut acheter une Mercedes classe C d'occasion, continua Céline d'une voix pleine de mépris. Il dit qu'il travaille comme Key Account Manager et qu'il a besoin d'une voiture TAP, A, l'œil comme symbole de statut pour impressionner les clients et paraître prospère. Il s'est moqué de ta voiture, l'appelant une boîte de conserve bon marché. Les 50 000 euros de ses parents, il comptait les prendre en douce pour payer une Mercedes comptant. Et l'argent qui manquerait alors pour l'appartement serait extorqué de toi via le chantage familial. Il avait créé le plan parfait pour obtenir à la fois un appartement neuf et une voiture de luxe, et tout cela en me piétinant, moi et mes parents. Le sang bouillonnait dans mes veines. Ma colère brûlait si violemment que mes tempes pulsaient. Quelle comédie extrêmement cruelle et ignoble. Mes beaux-parents, gâtant aveuglément leur plus jeune enfant, l'avaient aidé à planifier un vol à visage découvert contre leur belle-fille. Et Philippe, un parasite adulte bon à rien, prévoyait de siphonner entièrement les biens de la femme de son grand frère, juste pour satisfaire son propre ego pathétique et porter un masque de fausse réussite. Et le plus dégoûtant de tout, Jean, l'homme avec qui j'avais partagé mon lit, savait tout cela et jouait le jeu dans leur pièce malade. Ils ne me voyaient absolument pas comme un être humain. Pour eux, j'étais juste une vache à lait. J'inspirais l'air froid de l'automne, essayant de calmer mes pensées. Je regardais Céline, une fille fragile au cœur brisé. Merci de m'avoir dit la vérité. Ma voix était glaciale comme une épée juste sortie de son fourreau. Tu es une bonne personne,
Tu ne mérites pas d'enterrer ton avenir dans cette famille pourrie. Je pris l'enveloppe d'argent et la remis dans le sac de Céline. Reprends-les. Je n'ai pas besoin de cet argent et je ne leur réclamerai pas cette dette. Mais pour ce qu'ils me doivent, je les ferai payer intégralement. En utilisant la façade qu'ils adorent tant, je me suis levée, j'ai dit au revoir et je suis retournée à mon appartement. Sous la lueur des lampadaires, mon ombre semblait longue et nette. La douleur s'était complètement évaporée, remplacée par un plan de vengeance. Ils aimaient se vanter. Ils aimaient les voitures de luxe. J'allais leur montrer le prix de leur ruse. Le samedi matin, exactement une semaine après la nuit de tempête où j'avais quitté la maison, j'ai ouvert la porte de la boutique de fleurs de Manon dans le Marais. Aujourd'hui, j'étais une personne complètement différente, glaciale et vive, avec un feu de colère bien caché au fond de mes yeux. Manon venait de finir de composer un bouquet d'orchidées. Quand elle a vu mon visage qui ne promettait rien de bon, elle s'est rapidement essuyé les mains sur son tablier et m'a fait asseoir sur le canapé. Je suis allée droit au but, et j'ai tout raconté ce que j'avais appris de Céline, des 5 000 € de Jean pour payer les dettes de jeu de notre compte joint, à la fausse pièce de pauvreté pour m'extorquer 25 000 € afin qu'il puisse acheter une Mercedes classe C d'occasion. En entendant cela, Manon est restée figée pendant environ 5 secondes. Puis elle a attrapé une paire de ciseaux de fleuriste et l'a plantée dans la table en bois avec un bruit sec qui m'a fait sursauter. Putain de merde! J'ai 28 ans, mais je n'ai jamais vu une famille aussi pourrie, visqueuse et dégoûtante, siffla Manon dont la poitrine se soulevait de colère. Jean, ce lâche, vole l'argent de sa femme pour son frère. 2 vieux retraités complotent avec leur petit chéri pour voler leur belle famille. Et Philippe n'est qu'une pure ordure. Prête à piétiner l'avenir de sa fiancée et la vie de sa belle-sœur, juste pour créer du contenu pour Instagram. Je ne vais putain de pas les laisser s'en tirer. Je pense que je vais simplement imprimer les papiers du divorce, joindre l'enregistrement audio, le jeter à la figure de Gérard et révéler leur plan à tous les voisins du quartier. Je ne les laisserai pas vivre en paix sur leurs mensonges, dis-je d'une voix froide, en serrant fort la sangle de mon sac. Mais soudain, Manon leva la main pour m'arrêter. Elle se mit à faire les 100 pas dans la boutique. Ses sourcils étaient profondément froncés, en pleine réflexion. Quelques minutes plus tard, elle se tourna vers moi, et sur ses lèvres flottait un sourire rusé et un peu diabolique. « Non, Léa, si tu fais une scène maintenant, tu ne feras que te nuire à toi-même. Ils déformeront les faits et te feront passer pour une folle hystérique. » Manon baissa la voix, et ses yeux pétillèrent. « Ils aiment jouer la comédie, n'est-ce pas ? Alors pourquoi ne leur construirions-nous pas une scène encore plus grande pour qu'ils puissent jouer la pièce jusqu'au bout ? Quelle est la plus grande faiblesse de Philippe ? La façade, la bêtise et son désespoir de paraître riche. Tu veux te venger sans te salir les mains. Laisse-les se détruire eux-mêmes. » Après avoir dit cela, Manon sortit son téléphone. « Reste assise. J'ai un cousin, Marc. Il dirige un garage de voitures d'occasion à La Défense. Je vais lui demander de lancer un appât maintenant. S'ils mordent, ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes pour les conséquences. » Manon composa le numéro de Marc et mit le haut-parleur. Après de brèves salutations, Manon alla droit au but et demanda à Marc de jouer le rôle d'un concessionnaire qui devait se débarrasser d'urgence d'une Mercedes classe C d'occasion. Elle dicta le numéro de téléphone de Philippe et élabora le scénario en détail. 15 minutes plus tard, Marc appela Philippe depuis le numéro du garage. Manon et moi retenions notre souffle, écoutant via le haut-parleur. « Allô, c'est bien Philippe ? C'est Marc. Vous êtes passé au garage l'autre jour, n'est-ce pas ? Vous avez posé des questions sur une Mercedes classe C blanche. Vous vous souvenez ? » La voix de Marc était forte et convaincante, comme celle d'un vendeur classique. De l'autre côté, on entendait la voix ensommeillée de Philippe, mais dès qu'il entendit le mot « Mercedes », il se réveilla instantanément. « Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a avec la Merco ? La dernière fois, vous me l'avez proposé à 65 000 €. Je n'ai pas encore réuni l'argent. » « Oh, Philippe, vous avez une chance énorme aujourd'hui. » Marc claqua la langue et entra brillamment dans son rôle. « Je viens de rentrer une classe C finition exclusive, modèle 2018. Exactement comme la blanc nacré que vous aviez vue. Intérieur cuir clair, toutes options. Le propriétaire est un homme d'affaires qui a des dettes extrêmes avec les mauvaises personnes. Il doit fuir le pays d'urgence et vendre la voiture au noir, alors il brade le prix pour s'en débarrasser. Je peux vous faire le prix plancher absolu. Exactement 50 000 €. En liquide et rapidement. Si vous ne la prenez pas aujourd'hui, je la propose à d'autres courtiers cet après-midi. À ce prix-là, vous n'en trouverez pas une comme ça sur le Bon Coin ou la Centrale. » Philippe se tut. Je pouvais clairement l'entendre déglutir difficilement. C'était un coup de maître.
Le prix était bien en dessous de la valeur du marché et frappait directement sa cupidité et sa soif de statut social. Mais le plus important, 50 000 euros, c'était exactement la somme de l'apport que ses parents avaient économisé. 50 000 euros. La voix de Philippe tremblait d'excitation. Mais ça doit être en liquide aujourd'hui? Exactement. L'argent sur la table, les papiers de la voiture dans votre main. On signe le reçu et vous avez les clés tout de suite. Vite fait, bien fait. Alors, Philippe, vous la prenez? Sinon, j'ai 2 patrons de Neuilly-sur-Seine au téléphone qui sont prêts à venir avec le cash maintenant. Réservez-la! Gardez-moi la voiture! J'arrive aujourd'hui avec le liquide! Cria Philippe, paniqué, terrifié à l'idée de manquer sa chance en heure de frimer. L'appel se termina. Manon éteignit le téléphone et nous échangeâmes un sourire glacial sans avoir besoin de parler. L'appât était lancé. L'idiot avide allait certainement mordre. Il n'avait pas d'argent. J'étais déjà parti et je ne vendrais pas ma voiture. La seule façon pour lui de trouver un demi-million en liquide en une demi-journée était de voler toutes les économies de ses parents. Le lundi après-midi, en sortant de l'immeuble de bureau à Saint-Germain, j'aperçus une silhouette familière. Jean se tenait à côté de ma Peugeot 208 sur le parking. Mal rasé, vêtu d'une chemise froissée, il avait l'air incroyablement pitoyable et ne ressemblait en rien au bureaucrate bien habillé qu'il essayait d'être. Dans ses mains, il tenait une boîte en carton avec une pizza 4 fromages, ma nourriture réconfortante préférée. En me voyant, Jean se précipita. Son visage montrait une profonde souffrance. « Léa, j'attends depuis 1 heure ici. » Il me tendit la boîte. « J'ai acheté ta pizza préférée. Viens, on rentre à la maison. Maman n'arrête pas de pleurer depuis hier. Sa tension artérielle fait des montagnes russes avec tout ce stress. Je sais que j'ai eu tort. Je promets que je ne te forcerai plus jamais à donner de l'argent à Philippe. Nous sommes une famille. Comment peux-tu avoir le cœur de laisser notre mariage s'effondrer ?» Je m'arrêtais, croisais les bras sur ma poitrine et le scannais d'un regard glacial de la tête aux pieds. Il y a 3 ans, ces mots doux auraient réussi à me faire lui confier ma vie. Mais maintenant, sachant qu'il avait volé de l'argent pour les dettes de jeu de son frère, je ne ressentais que du dégoût. « Prends ta pizza et nourris ta mère ou ton cher petit frère avec, » dis-je, pleine de sarcasme. « Tu me prends pour une idiote? Jean, tu crois que je ne sais pas que tu as secrètement volé 5 000 euros de notre compte commun pour couvrir ses dettes de casino en ligne? Tu crois que votre plan de me voler mes biens pour que Philippe puisse acheter une Mercedes d'occasion pour frimer est encore un secret? » Jean resta comme pétrifié. La boîte en plastique lui tomba des mains. Le couvercle se détacha et les parts de pizza atterrirent directement dans une flaque de boue, éclaboussant ses chaussures. Tout le sang quitta son visage. Ses yeux s'écarquillèrent de panique, de terreur. Il était clair qu'ils ne s'attendaient pas à ce que tout leur sale secret était révélé. « De quoi tu parles? Qui t'a dit ça ?» balbutia Jean. Je sortis ma clé, déverrouillai la voiture, et, avant de m'asseoir derrière le volant, je lui jetai un regard plein de pitié méprisante. « Peu importe qui. L'important, c'est que tu devrais te dépêcher de rentrer. Il y aura bientôt un spectacle fantastique. On verra, Jean. Quand le masque de la fausse honneur sera arraché, pourras-tu encore protéger ton cher frère? » J'ai claqué la porte et j'ai démarré le moteur. Dans le rétroviseur, j'ai vu Jean, figé au milieu du parking, regardant ma voiture s'éloigner lentement, sous le choc. Le spectacle ne faisait que commencer, et j'étais prête à me préparer une tasse de thé et à regarder comment il s'entre-déchirerait. Le mardi soir, la pluie s'abattit de nouveau sur Chahal assise dans mon canapé confortable, un appel vidéo de Manon. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, je vis immédiatement son visage à l'écran, rayonnant d'un plaisir diabolique. « Léa, si tu bois quelque chose, pose ton verre, sinon tu vas t'étouffer » cria Manon de joie. « Ouvre Instagram maintenant, cherche le compte de ton Philippe. Dépêche-toi, la bombe a explosé !» Je fronçai les sourcils, posai ma tasse et ouvris Instagram. En 1 seconde, je tombais sur une publication postée 1 demi-heure plus tôt, mais qui avait déjà recueilli de nombreux likes de ses frérots. Sur la photo, Philippe, vêtu d'une chemise cintrée et d'un pantalon moulant, les cheveux bien coiffés, s'appuyait nonchalamment contre une Mercedes classe C blanche. Il avait délibérément levé la main pour que sa montre et la clé, avec le logo étoilé iconique, soient bien visibles. Mais ce qui nous fit rire aux larmes, Manon et moi, c'était la légende. Une collection de citations clichés de faux contes de motivation. À 26 ans, on s'offre un petit cadeau après des nuits blanches et un travail acharné. Les aigles ne volent pas avec les moineaux. Si un homme n'a pas le bon argent et la bonne voiture, ne viens pas essayer de m'apprendre la vie. Merci à tous ceux qui ont douté. Vous êtes ma motivation.
Et un merci spécial à mes parents qui ont toujours cru en moi. Hustle, Blessed, C200. Oh mon Dieu, pardonne-moi. Mais ce type est un vrai psychopathe, s'esclaffa Manon à travers le haut-parleur. Nuit blanche, travail acharné. L'argent de la retraite de ses pauvres parents, 1/2 million pour acheter une voiture, et il écrit un texte comme s'il avait bâti un empire commercial à partir de rien. J'ai la chair de poule de voir à quel point il est sans vergogne. Je souris cyniquement, ressentant un mélange de dégoût et de lassitude face à une telle bêtise humaine. Et comment ça s'est passé avec Marc? Il t'a raconté? Manon se racla la gorge, essayant de se calmer, et me raconta tout le plan génial. Il s'est avéré qu'après avoir reçu l'appel de Marc, Philippe fut totalement aveuglé par la cupidité et le prestige. Une Mercedes à 50 000 euros, c'était le prix parfait. Sans cette voiture, il ne pourrait pas frimer devant ses amis. Mais où trouverait-il autant d'argent en si peu de temps? Tu sais ce que l'idiot a fait? Le ton de Manon passa au mépris. Ta belle-mère venait de retirer les 50 000 euros en liquide de la banque, un prêt qu'elle et Gérard avaient pris sur la maison et un peu d'épargne, et les avaient cachés dans un coffre-fort à la maison pour payer l'apport vendredi. Philippe connaissait le code. Dimanche, alors que ses parents étaient à une dégustation de vin et que Jean était sorti, il a ouvert le coffre, a pris tout l'argent, a pris un taxi et a filé à la Défense, au garage de mon cousin. Je suis restée sans voix. Je savais qu'il était capable de méchanceté, mais voler toutes les économies de retraite de ses parents. Mais Marc ne lui a pas vraiment vendu la voiture, n'est-ce pas? Demandai-je, comprenant le cœur du piège. Bien sûr que non. Manon frappa dans ses mains. Mon cousin est un homme d'affaires honnête. Pourquoi se salirait-il les mains? Quand Philippe est arrivé avec les liasses de billets, Marc a dit « Ah, désolé. La voiture à 50 000 euros a été réservée ce matin par un PDG de Neuilly. Mais j'ai un contact qui veut se débarrasser exactement du même modèle, même 1 an plus récent. Il en demande 65 000 euros. Combien d'argent as-tu sur toi? A demandé Marc. 50 000 euros. Ok, viens là. J'appelle mon contact. Ils peuvent te faire un prêt à la consommation, un crédit rapide pour les 15 000 euros restants. Les intérêts courent par jour et sont incroyablement élevés. Mais tu es un homme d'affaires prospère, donc tu régleras ça rapidement quand tu auras signé tes clients. Je retins mon souffle. Il a pris un crédit usuraire illégal auprès de requins de la finance? Exactement. Manon hocha la tête. Le logo Mercedes a complètement grillé son cerveau. Il a signé un papier pour un prêt de 15 000 euros chez des prêteurs sur gage criminel, avec un taux d'intérêt journalier complètement fou, juste pour pouvoir ramener cette voiture à la maison. Mais le plus drôle n'a même pas encore commencé, Léa. La voiture est une voiture mule. Elle est pleine de dettes impayées et est recherchée par les huissiers de justice. Elle ne peut pas être immatriculée légalement à son nom. Il a déboursé près de 65 000 euros pour acheter un tas de ferraille roulant dont il ne peut, au mieux, que faire le tour du quartier pour se pavaner. Je me suis adossée au canapé, ressentant une immense satisfaction. Mais en même temps, je frissonnais à l'idée du genre de personne avec qui j'avais vécu sous le même toit. « Attends un peu, » dit soudainement Manon, sérieuse. Il a dépensé plus d'1/2 million pour une voiture. Comment diable la famille va-t-elle pouvoir payer l'apport de l'appartement ce vendredi? Il n'a pas peur de se faire tuer par son propre père? Je regardai par la fenêtre la pluie sur Paris et répondis lentement. Il n'a pas peur, car dans son imagination délirante, il a déjà gagné. Gagné contre qui? Siffla Manon. Contre moi. Tu ne comprends pas comment cette famille fonctionne. Philippe est totalement convaincu que lorsque tout sera découvert et que l'argent sera déjà parti, Agnès ne tuera pas son fils chéri. Elle ne fera que pleurer, se prendre la poitrine et faire semblant d'avoir une crise cardiaque. Et à la fin, celui qui sera forcé de nettoyer tout ce merdier, c'est Jean. Par pitié pour sa mère, Jean rampera à genoux devant moi et me forcera à vendre ma voiture et à vider mon compte épargne pour couvrir l'apport manquant. Il pensait que je serais acculée et que, pour la paix des ménages, j'ouvrirais gentiment mon portefeuille. Manon resta bouche bée, puis laissa échapper une longue série de jurons. Complètement fou. Quel calcul froid. Il était prêt à écorcher vive sa belle-sœur juste pour se dérouler le tapis rouge. Oui, mais il a oublié une chose. J'ai coupé sa bouée de sauvetage la semaine dernière. Mon téléphone vibra à nouveau. Un message WhatsApp de Céline. Léa, Philippe vient de m'écrire pour dire que ses parents ont trouvé l'argent. Vendredi, nous allons chez le promoteur. Je suis si contente. Je devais être paranoïaque. Philippe dit que tout est réglé.
Toi et Jean avez dû vraiment nous aider énormément. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Je fixais ces mots naïfs. La fille flottait encore sur un nuage, rêvant de son mariage sans se rendre compte qu'elle était au bord d'un volcan prêt à entrer en éruption. J'ai rapidement écrit une courte réponse. Je suis en train de divorcer de Jean. Je n'ai pas donné un seul centime pour l'appartement. Et ma voiture est toujours garée en toute sécurité près de chez moi. Sois prudente. Cherche la vérité par toi-même avant qu'il ne soit trop tard. Le message fut immédiatement marqué comme lu, mais aucune réponse ne vint. Je pouvais imaginer le visage blême de Céline. La vérité trouve toujours son chemin, à la fin. Vendredi matin. Le ciel au-dessus de Paris était couvert d'épais nuages gris, le vent froid piquait jusqu'à la moelle. J'étais assise à mon bureau au 12e étage, surplombant le trafic matinal. Dans ma main, j'avais une tasse de café noir fumant. C'était aujourd'hui que Gérard avait décidé qu'ils iraient chez le promoteur à Boulogne-Billancourt. À 10 heures précises, mon téléphone sonna. « Céline ?» répondis-je calmement. Contrairement à ses pleurs de la dernière fois, sa voix cette fois-ci était beaucoup plus dure, plate et glaciale. « Léa, tout s'est effondré. Leur château de cartes est tombé. » Je pris une gorgée de mon café amer et souris légèrement. « Raconte, ça a dû être assez bruyant là-bas ce matin. » Céline prit une profonde inspiration. Ce matin, Agnès s'est mise sur son 31. Elle avait l'air très heureuse. Elle a réveillé Philippe et a demandé à tout le monde de se réunir pour le petit déjeuner. Puis elle est allée dans la chambre pour ouvrir le coffre-fort et prendre l'argent. Léa, si tu avais entendu comment elle a crié. Un cri qui a presque fait éclater mes tympans. Et puis, plus un bruit. Quand Jean et moi sommes entrés en courant, elle s'était évanouie et gisait sur le sol, ses mains tremblant encore alors qu'elle griffait le coffre-fort vide. Je fermais les yeux, pouvant facilement imaginer la scène. La femme qui, toute sa vie, avait compté chaque centime et toujours pressé la sueur de sa belle-fille, venait de recevoir un coup de poignard dans le dos de la part du fils qu'elle idolâtrait le plus. « Et Gérard ?» demandai-je platement. « Son visage est devenu blanc comme un linge, » continua Céline, décrivant tout comme au ralenti. Il a attrapé Philippe par le col et l'a giflé 2 fois très fort, si fort que la lèvre de Philippe s'est mise à saigner. Il a crié. « Où est l'argent ?» Il n'y avait pas d'issue. Philippe est tombé à genoux et a fondu en larmes. Il a avoué avoir pris les 50 000 € pour acheter la Mercedes garée dehors. Il a avoué qu'il comptait sur Jean. Il pensait que toi, Léa, tu aurais peur de la dispute et que tu finirais par donner ton argent pour tout couvrir. Je ris aux éclats. Un rire rempli de sarcasme. Il s'est surestimé et a sous-estimé la limite de ma patience. Et ce n'est pas tout. La voix de Céline se remplit d'une joie mauvaise amère. Cette voiture de luxe était un piège. Tôt ce matin, 2 types tatoués et effrayants ont sonné à la porte. Les prêteurs sur gage. Il s'est avéré que Philippe avait emprunté 15 000 € à des criminels avec des taux d'usure juste pour pouvoir récupérer la voiture. Et pire encore, la voiture appartient en fait aux huissiers. Elle n'est pas à lui. Il a jeté près de 65 000 € sur un tas de ferrailles sans papier. Les recouvreurs criaient devant la maison. Tous les voisins de la rue sont sortis pour regarder. Les parents de Philippe sont humiliés au plus haut point. Ils ont verrouillé la porte et n'osent pas sortir. J'écoutais tout cela avec un pouls calme. Près de 70 000 € de dettes pour un peu de ferraille et une dette envers des criminels. C'était le prix de l'amour aveugle d'une mère et d'une arrogance extrême. « Et qu'as-tu décidé de faire ?» demandai-je doucement. Il y eut une pause à l'autre bout du fil. Puis Céline répondit fermement. « J'ai jeté ma bague de fiançailles sur la table de leur salon. Je leur ai dit droit dans les yeux. Je suis peu, être une fille d'une simple famille d'enseignants, mais j'ai mon honneur. Je ne vais pas épouser un menteur, un snob et un voleur qui a le culot de voler l'argent de la retraite de ses propres parents et de comploter pour voler les économies de sa belle-sœur. J'ai déjà acheté mes billets de train. Aujourd'hui, je rentre chez moi, à Guéret. Je t'ai appelé juste pour te dire merci. Sans ton SMS d'avertissement, Léa, j'aurais certainement ruiné ma propre vie. Prends soin de toi, Céline. Bonne chance. » J'ai raccroché. Cette matinée apportait vraiment des nouvelles extrêmement rafraîchissantes. Vers 3 heures de l'après-midi, alors que je finalisais le design d'un logo pour un client, le numéro de Jean apparut à nouveau sur l'écran. J'avais bloqué les numéros de mes beaux-parents depuis longtemps, mais j'avais délibérément laissé celui de Jean ouvert, spécifiquement pour ce moment. J'ai mis le haut-parleur. « Léa. Léa, ma chérie. Aide-moi. Aide notre famille. Sauve-nous. » La voix de Jean se brisait en sanglots. On aurait dit un chien mourant. En arrière-plan, on entendait faiblement le bruit de coups et de cris rauques des prêteurs sur gage devant leur porte. « Tout est fichu, Léa. Philippe nous a trompés.
Maman a fait un léger AVC. Elle est à l'hôpital. La tension de papa est au plus haut. Les hommes dehors menacent de taguer la maison et de casser les jambes de Philippe. Je t'en supplie, pour nos 3 ans de mariage. Retire tes économies, vends la voiture, sauve Philippe juste cette fois-ci. Je suis prêt à t'embrasser les pieds, Léa. Cette supplique pathétique laissa mon âme si froide qu'il ne restait plus une seule goutte de pitié. Cet homme de 30 ans, dont la famille était en ruine à cause de leurs propres actions pourries, espérait encore être sauvé grâce aux biens appartenant à la femme qu'il avait jetée à la rue par une nuit froide. « Jean, ma voix résonnait comme un lac gelé. As-tu oublié ce que je t'ai dit? Mes biens ne sont pas une organisation caritative pour maintenir le prestige de ta famille. Tu me demandes de vendre la voiture et de donner l'argent à des prêteurs sur gage. Où étais-tu quand toute ta famille s'est liguée pour me jeter à la rue au milieu de la nuit? Où était ta loyauté de mari quand tu as volé en douce 5 000 € de notre argent pour payer ces parties de casino? J'ai eu tort, Léa. Je suis prêt à ramper par terre et à m'excuser. Je l'ai coupé net. Le tribunal a déjà reçu ma demande de divorce. Vous avez fait votre lit. Maintenant, vous devez vous y coucher. N'ose plus jamais appeler ce numéro. J'ai raccroché et j'ai bloqué son numéro de façon permanente sur toutes les applications. Je me suis adossée à ma chaise de bureau confortable et j'ai regardé par la fenêtre. Une fine bruine tombait sur Paris. J'ai siroté mon thé au jasmin, le goût sucré et chaud se répandant dans ma gorge. Un sentiment de soulagement remplit ma poitrine. Toutes les blessures, les suffocations et la souffrance que j'avais subies pendant 3 ans de mariage furent balayées sans laisser de traces. Qui sème le vent récolte la tempête. 6 mois passèrent depuis que la fausse façade de la famille de Jean s'était effondrée. Les huissiers et les sociétés de recouvrement avaient pris le contrôle de leur vie. J'avais entendu dire que Gérard avait été contraint d'hypothéquer au maximum leur maison déjà exiguë pour éviter que Philippe ne se fasse casser les jambes par des criminels. Agnès était alitée, paralysée et malade. J'avais entendu ces rumeurs par l'intermédiaire de Manon, mais mon cœur n'en fut pas touché. Un vendredi soir, après le travail, je me suis arrêtée à l'épicerie pour faire des courses. Je prévoyais de préparer un bon dîner dans mon appartement de Saint-Germain et de regarder un film. Mais en approchant de la porte de mon immeuble, je me suis arrêtée. Là, sous la lumière du lampadaire, sous la pluie, adossé au mur, se tenait un homme, Jean. En quelques mois seulement, il avait vieilli si vite qu'il était presque méconnaissable. Les joues creuses, une barbe mal entretenue et juste une veste usée. En me voyant, ses yeux ternes s'illuminèrent. Il se précipita vers moi les bras ouverts, mais recula rapidement en rencontrant mon regard glacial. « Léa, tu es rentrée, » dit-il d'une voix rauque. Je fis un pas en arrière, serrant mon sac de courses contre ma poitrine. « Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai été claire au téléphone. Donne-moi 5 minutes. » Juste 5 minutes. Jean se mordit la lèvre. Ses épaules tremblaient et soudain, sous les yeux des passants, cet homme aux idéaux patriarcaux forts tomba à genoux, directement dans une flaque d'eau sur l'asphalte. Je fronçai les sourcils. « Quel drame essaies-tu de monter maintenant? Lève-toi. Ne te ridiculise pas devant chez moi. » Mais Jean cacha son visage et sanglota bruyamment. « C'était ma faute, Léa. Ma famille avait tort. » Il me regarda avec des yeux rouges remplis de désespoir. « Notre maison est partie. Mes parents sont ruinés. Philippe s'est enfui. Je ne sais pas où. Et c'est seulement maintenant que je réalise à quel point j'ai été lâche et stupide. J'étais aveugle en défendant leurs erreurs, et j'ai moi-même chassé la femme qui m'aimait sincèrement. Pardonne-moi, Léa. Recommençons à zéro. Je déménage ici avec toi. Je promets que je ne te forcerai plus jamais à avoir quoi que ce soit à faire avec eux. Si cette scène s'était produite il y a 3 ans, mon cœur aurait être fondu. Mais maintenant, debout devant lui, je ne ressentais rien. Un verre déjà brisé en 1000 morceaux et un arbre déraciné ne peuvent plus jamais reverdir. « Jean, » répondis-je calmement, « pleures-tu ainsi parce que tu m'aimes vraiment ou parce que ta famille est détruite, que tu es pauvre et que tu n'as plus personne sur qui t'appuyer? Et si Philippe avait réussi à acheter cet appartement avec mon argent et avait eu un mariage réussi? Serais-tu à genoux ici? Ou seriez-vous tous en train de vous moquer de moi et de célébrer votre victoire pour avoir réussi à m'extorquer? Cette lâcheté est dans ton sang. Pousse-toi. » Jean agrippa désespérément le pan de mon manteau. « Non, Léa. J'ai tout perdu. Je ne peux pas me permettre de te perdre aussi. » Je soupirai, ouvris mon sac de travail et en sortis une pochette en plastique avec des documents. « Lève-toi. Sois un homme. Qui fait quelque chose doit en assumer les conséquences. » Je lui tendis la pochette. « C'est un projet d'accord de partage des biens de mon avocate.
Jean prit le document avec des mains tremblantes. Notre seul bien commun pendant ces 3 années, à part les 5 000 € que tu as volés du adjoint, ce sont les remboursements que nous avons faits sur votre maison. J'ai clarifié chaque mot. J'ai tout calculé. Je renonce totalement à mes droits sur la valeur de la maison et je te la cède. Tu peux vendre la maison ou en faire ce que tu veux. C'est pour sauver ta famille du surendettement. En échange, tu signes que tu renonces complètement à toute prétention sur mes comptes en banque que j'avais avant, et sur ma voiture. Jean se mordit la lèvre jusqu'au sang. Il savait que je faisais preuve d'une immense clémence. Je lui pardonnais les 5 000 € volés et lui cédais ma part de la valeur de la maison pour lui donner une issue pour sauver sa famille. Cette solution froide et sans émotion était la preuve la plus claire que je n'avais plus aucun sentiment pour lui. Signe. Lundi à 9 h, je t'attends au tribunal. Si tu ne viens pas, je lancerai le partage des biens par voie judiciaire. Alors la valeur de la maison sera divisée par 2, selon la loi. Et tu n'auras plus un centime pour aider Philippe. Après avoir dit cela, je contournai Jean et entrai dans le porche de mon immeuble. Pas une seule fois je ne me suis retournée pour regarder l'homme qui était toujours à genoux sous la pluie. Lundi matin, 9 h, le soleil brillait sur Paris. Au tribunal, tout alla vite. Pas de dispute, pas de conflit sur la garde des enfants puisque nous n'en avions pas. Et Jean était trop mentalement détruit pour résister. Nous avons signé les derniers documents. 3 ans de mariage résumés en quelques feuilles de papier mince confirmant le divorce et le partage des biens. En sortant du tribunal, je m'étirai et pris une profonde inspiration. L'air n'avait jamais eu un goût aussi doux. Jean marchait d'un pas lourd derrière moi, l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Il s'arrêta sur les marches, voulut dire quelque chose mais choisit finalement de se taire. Je lui offris un sourire léger et très sincère. « Prends soin de toi, Jean. » Je marchai d'un pas ferme et fier vers ma Peugeot 208 blanche, garée sous un arbre. Je m'assis derrière le volant et démarrai le moteur. À travers le rétroviseur, je fis un signe d'adieu à sa silhouette qui rapetissait au loin. Adieu. 3 ans de larmes. J'ai appuyé sur l'accélérateur et n'ai regardé que devant moi. Le temps est le meilleur des remèdes. Surtout quand on s'autorise à éliminer toutes les personnes toxiques de sa vie. 6 mois passèrent. La fin du mois d'avril arriva à Paris et le temps se réchauffa. Le printemps approchait et l'odeur du lilas et des arbres en fleurs envahit la ville, portant la promesse d'une nouvelle vie. Ma vie aussi s'épanouissait. Ce week-end-là, je suis allée à la gare de Lyon pour aller chercher mes parents qui venaient me rendre visite du Limousin. Quand ils sont entrés dans mon appartement lumineux et propre, ma mère a pleuré d'émotion en s'asseyant sur le canapé confortable et mon père a regardé fièrement les plantes en pot sur mon balcon avec un sourire satisfait. Le dîner ne se composait pas de plats de restaurant de luxe, mais de bœuf bourguignon maison, exactement comme à la maison. Mais contrairement au dîner glacial chez mon ex-mari, les rires résonnaient maintenant. Mon père m'a donné la plus grosse part et ma mère semblait ravie de me voir rayonner à nouveau. En les voyant, j'ai réalisé que la plus grande récompense pour des parents est de voir leur fille vivre indépendante et heureuse. Libérée de ce mariage terrible, ma carrière avait décollé. J'ai mis toute mon énergie dans le monde du design. Mes projets devenaient de plus en plus réussis et début avril, la direction m'a officiellement promue directrice artistique adjointe. En même temps, Henri est entré dans ma vie. C'était le nouveau directeur de la création qui avait été transféré à notre filiale depuis le siège. Il avait 32 ans. Il était beau, avait une allure calme et était très instruit. Il appréciait les idées de ses employés et savait comment donner des critiques douces mais constructives. Nous travaillions souvent tard ensemble. Je me souviens quand nous avons dû rester au bureau jusqu'à 23 h avant une présentation client importante. Quand je me suis endormie sur mon bureau, Henri n'a pas dit grand-chose. Il a juste posé sa veste sur moi et a mis une tasse de thé chaud à côté de moi quand je me suis réveillée. « Les bonnes idées nécessitent une tête reposée. Repose-toi maintenant, » avait-il dit. Sa maturité et sa courtoisie m'ont fait, à moi, une femme qui avait été profondément blessée, recommencer à faire confiance. Fin avril, l'entreprise organisa une fête sur le toit-terrasse d'un restaurant de Saint-Germain pour célébrer un gros contrat et ma promotion. Grâce à Manon qui m'avait aidée, je portais ce soir-là une robe en soie verte ajustée qui dévoilait mes épaules. Mes cheveux étaient coiffés en vagues douces et je portais un rouge à lèvres rouges. Quand je suis entrée, de nombreux regards se sont tournés vers moi. Parmi eux, celui d'Henri. Ses yeux brillaient de chaleur et d'admiration. À l'intérieur de la fête, il y avait beaucoup de bruit. Je suis sortie sur la terrasse ouverte pour prendre un peu l'air. Paris scintillait de millions de lumières en contrebas. Félicitations, directrice artistique adjointe. Ce soir, vous enchantez vraiment tout le monde. Une voix de baryton agréable se fit entendre.
Henri s'approcha de moi avec 2 coupes de champagne sans alcool. J'ai pris l'une des coupes. Nous avons trinqué, et un son cristallin et pur a résonné. Merci. Tout cela est aussi grâce à vos conseils, Henri. Henri s'appuya contre la balustrade à côté de moi. C'est uniquement le résultat de votre propre travail acharné, Léa. J'ai vu votre ancien portfolio. Vous avez toujours eu du talent. C'est juste qu'avant, on aurait dit qu'un épais nuage sombre couvrait votre lumière. Mais maintenant, ce nuage a disparu. Vous brillez plus que quiconque ici. Ces mots me touchèrent droit au cœur. Ils ne savaient rien de mon passé. Rien du dîner froid avec du pot-au-feu de la veille, de la lâcheté de Jean ou de l'obsession maladive de sa famille pour les apparences. Mais ils pouvaient voir la transformation en moi. Mon cœur, qui s'était glacé il y a 6 mois, se mit soudain à battre plus vite. Ce nuage sombre était une erreur de mon passé, dis-je avec un sourire, en regardant mon verre. Mais j'ai appris à lâcher prise et à aller de l'avant. Henri se tourna et me regarda. Sous la lueur de la nuit parisienne scintillante, son regard semblait incroyablement sincère et profond. Si le ciel est clair maintenant, êtes-vous prête à laisser un autre homme regarder le soleil avec vous? Quelqu'un d'assez mûr pour apprécier votre valeur, qui peut écouter et qui est prêt à attendre que vous soyez prête à rouvrir votre cœur. Ma main trembla légèrement. Je le regardai droit dans les yeux. Il n'y avait pas de promesse d'adolescent vide et exagéré. Pas de vantardise bon marché sur la richesse. Juste la sincérité d'un homme adulte et stable. Mon intuition féminine me murmura que c'était le port sûr que j'avais toujours cherché. Je n'ai pas répondu directement. J'ai juste souri. Un sourire aussi lumineux et pur qu'une fleur qui a enfin percé la terre sèche pour accueillir les rayons du soleil. Le vent apporta le parfum d'une nuit parisienne tiède. Debout à côté de cet homme courtois, dans mon cœur, je me suis remerciée pour cette nuit froide de novembre, pour avoir trouvé le courage de saisir ma valise et de sortir dans l'obscurité. La tempête était passée depuis longtemps derrière moi, ouvrant la voie à un nouvel horizon baigné de soleil. Pour une femme, la seule chose requise est le courage de jeter tous les éléments toxiques de sa vie. Et après cela, la chaleur printanière de son propre bonheur arrivera assurément. Ici se termine notre histoire. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Rendez-vous dans la prochaine histoire de vie.